Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la conférence régionale sur l'énergie. Djibouti donc a initié une nouvelle donne énergétique pour la région. Et les États-Unis se retirent d'un traité sur les armes nucléaires avec la Russie. On verra cela dans cette émission. Merci à vous de nous rejoindre. C'est sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple la conférence régionale sur le développement des énergies renouvelables, organisée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Cette conférence première du genre va durer jusqu'au 23 octobre. Cette conférence a pour objectif d'exposer les dernières innovations conçues en la matière et proposées aux États et au public. Ces innovations portent sur les différents secteurs, qu'il s'agisse de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique ou géothermique. À son arrivée au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, et par la suite le chef de l'État a visité les différents stands où des mahadi weeye waxaan ku tiirsanay dadaalka socdee muuqda mucaqabe Ismaaciil garashada ku daadihiyo. Des experts sur les questions des financements et de la mise en exécution de ces projets d'avenir participent à cette conférence soutenue par l'Alliance solaire internationale, un organisme qu'ont promu le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron suite à l'accord de Paris sur le changement climatique. Cette conférence a rassemblé plusieurs membres des gouvernements des pays voisins, des experts du monde des énergies renouvelables. La République de Djibouti a initié cette conférence et entend développer les énergies renouvelables dites vertes, moins polluantes, ce qui contribuera également à accélérer le processus de développement à la fois pour notre pays et pour tous les autres pays de la région qui s'y intéressent. Cette conférence a donc rassemblé, outre les membres du gouvernement, des délégations ministérielles, conseillers de la sphère énergétique, mais aussi des experts afin d'échanger les expériences et de stimuler les synergies entre des experts reconnus et des différents acteurs du secteur énergétique, mais aussi harmoniser les politiques nationales, établir des partenariats financiers et accroître ainsi les investissements. daboolka laga qaado dalka iyo degmada geeska duul ahaan la gaarsiiyo waa mashruuciyo dooro duuliyo ku baxay maalo la dul saaray muruqana عالعديو دبايشيو جترميقا دقالكينا دايناقو منايستي وحسد دورينا يو دقالكي بلديسا نخريانا رمتي ماهي وديق إلهي نخريانا رمتي ماهي وديق إلهي عالعديو دبايشيو جترميقا دقالكينا دايناقو منايستي وحسد دورينا يو دقالكي بلديسا نخريانا رمتي ماهي وديق إلهي نخريانا رمتي ماهي وديق إلهي عالتمر دبيعي دردورا دماني مركن ديبات قصو سارنو صابني ما كدور ويه ديحنا أقور ويه صابني ما
dayaxana ugur weeye waa tamar dabeeciya durdura dhammaanayn markan dibad u soo saarno sabalnimo ka durug weeye dayaxana ugur weeye sabalnimo ka durug weeye dayaxana ugur weeye Et à cet égard, la transition énergétique et les énergies renouvelables sont amenées à jouer un rôle de premier plan afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre et à limiter ainsi le réchauffement climatique. Gar alle wax qabadkeena anta waa si loo gaaro amarka dabiiciga gar alle wax qabadkeena anta waa si loo gaaro amarka dabiiciga dadku inuu ka haqabeelo Et notamment donc la série des interventions, le directeur de l'Alliance solaire internationale qui a pris part à cette cérémonie a indiqué que 3 idées de base ont conduit à la création de cet organisme, un organe crucial pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Son ambition est de mettre en œuvre de manière urgente une transition énergétique mondiale, illustre également une nouvelle manière de diriger la coopération mondiale et doit répondre enfin aux besoins énergétiques des pauvres en développement. Il y a 2 semaines, a-t-il indiqué, la première assemblée de l'Alliance solaire internationale s'est tenue. Plus de 70 pays étaient représentés, montrant ainsi l'importance de cette question pour nos pays membres et le caractère unique de l'ISA. L'ISA donc est une initiative unique pour 3 raisons. D'abord parce que l'Alliance solaire internationale est un organe crucial pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Son ambition est directement liée aux objectifs de l'accord de Paris et à la nécessité de mettre en œuvre de manière urgente une transition énergétique mondiale ambitieuse et à faible émission. L'ISA est susceptible de générer des solutions pour l'atténuation du changement climatique et de répondre aux besoins énergétiques critiques des pauvres. Et deuxièmement, l'ISA illustre une nouvelle manière de diriger la coopération mondiale en réunissant l'ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur. Et prenons la parole, le ministre de l'énergie Younous Ali Guédi a rappelé que la centrale électrique de Boulaos fonctionne jusque-là avec des turbines alimentées en fioul lourd, mais utilise également de l'énergie hydroélectrique provenant de l'Éthiopie voisine pour satisfaire les besoins énergétiques du pays. Selon le ministre, depuis plusieurs années, le gouvernement cherche à développer d'autres alternatives, notamment l'utilisation des énergies renouvelables, dont l'énergie géothermique, solaire ou encore l'énergie éolienne. On l'écoute. Cette rencontre revêt un caractère inédit. Inédit par le choix du thème, les énergies renouvelables, qui sont au cœur des enjeux énergétiques de notre siècle. Inédit également pour le rôle que compte jouer Djibouti dans la région dans les prochaines années et décennies à venir en matière d'exploration et d'exploitation de ces abondantes ressources énergétiques renouvelables. Chers invités, notre continent, l'Afrique, se situe aujourd'hui à la croisée des chemins. Les effets des changements climatiques se font ressentir en premier lieu sur nos terres. Les questions que l'on doit se poser sont de savoir comment garantir un développement économique de nos pays sans compromettre celui de nos enfants. Comment permettre à notre population d'accéder de manière durable à une énergie abondante, profitable à toutes les couches sociales. Le 7e objectif de développement des Nations Unies vise à garantir l'accès de tous
à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, la consommation énergétique moyenne d'un Africain est de 0,6 tonnes équivalent pétrole, principalement à partir des sources fossiles. Ce chiffre est 3 fois inférieur à la moyenne mondiale et 14 fois inférieur à la consommation d'un Nord-Américain. Chers invités, l'histoire de l'aventure humaine a montré qu'un développement à la fois économique et social a été possible à chaque fois que des progrès ont été réalisés en matière d'accès à l'énergie. À ce titre, l'Afrique regorge des potentialités en ressources énergétiques renouvelables qui ne sont que peu ou pas exploitées, et c'est sur la transformation de ce potentiel que notre continent doit miser pour son décollage économique. Et pour le président de la République, une énergie à moindre coût est primordiale pour les économies d'un pays moderne et qui veut vite se développer et compter sur le secteur industriel. Écoutons à présent l'intervention du chef de l'État qui a ouvert cette conférence. Mesdames et messieurs, honorables invités, Djibouti abrite sa première conférence régionale sur les énergies renouvelables en cette illustre occasion. J'aimerais souhaiter à tous, à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'y participer la chaleur bienvenue à Djibouti. Le changement climatique et ses effets ne sont plus des spéculations, mais une réalité à laquelle font face de nombreuses régions du monde et en particulier la nôtre. Les événements météorologiques extrêmes se sont multipliés de par le monde. Températures records, sécheresse, cyclones, fonte des glaces et acidification des océans sont autant d'événements marquant un dérèglement du climat. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient d'ores et déjà confirmer ces observations dont les causes sont imputables à l'activité humaine, avec une augmentation d'1 point de température depuis l'ère pré-industrielle. Il est donc urgent de procéder à un changement de paradigme qui passe par une refonte de nos modèles de production et de consommation. En guise d'exemple, je ne pourrais vous rappeler que les bâtiments sont tributaires de 32% de consommation énergétique mondiale. J'aimerais attirer votre attention que ce sont nos populations qui se trouvent en premier lieu menacées par ces phénomènes. Et poursuivant son intervention, le président de la République a indiqué que Djibouti entend développer toutes ses potentialités pour répondre à ses besoins énergétiques. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État que je vous propose de réécouter. À ces défis alarmants sur les effets catastrophiques du changement climatique, la République de Djibouti s'est fixé des objectifs ambitieux qui visent une production d'énergie à partir des sources 100% renouvelables. Elle compte ainsi apporter sa part de contribution, aussi infime soit-elle, à la réduction des gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5 degré Celsius au maximum. Mesdames et messieurs, les prévisions de croissance de la demande en énergie dans notre région sont importantes. De 36 TWh aujourd'hui, ce chiffre devrait passer à 134 en 2030 et à 457 en 2050, pour une capacité installée qui passera de 11 à 180 gigawatts sur la même période. Dans notre région également, les opportunités qui nous sont offertes par la nature sont à la hauteur des défis que nous devons relever. À nous donc de transformer ces gisements de potentialités pour permettre le développement durable de nos pays. Pour ce faire, nous devons tirer avantage
de nombreux mécanismes de financement et d'adaptation qui sont à notre disposition. Je pense notamment au Fonds vert pour le climat, pour lequel nous devons non seulement faire entendre nos positions et nos projets, mais aussi et surtout mettre en place les mécanismes de régulation appropriés au niveau national. Il serait à mon avis opportun de profiter de cette assemblée réunie ici aujourd'hui pour avancer sur tous ces sujets et constituer un réseau solide pour faire avancer les projets d'adaptation et de mitigation du changement climatique. Pour conclure, mesdames et messieurs, cette conférence est l'occasion d'échanges sur nos expériences respectives dans le domaine des énergies renouvelables et de capitaliser nos acquis pour transformer notre région qui demeure l'une des plus vulnérables face aux risques climatiques. J'encourage d'ailleurs nos pays frères de la région ainsi que les organisations non gouvernementales à multiplier les initiatives pour faire face aux défis climatiques que connaît notre planète. Je vous souhaite donc des discussions fructueuses et vous renouvelle la bienvenue à Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Suivons à présent ces réactions de quelques participants à l'issue de cette première journée de conférence. Je viens d'avoir le plaisir d'assister à cette première conférence internationale ou régionale sur les énergies renouvelables. J'ai de très belles impressions parce que les chiffres qui ont été annoncés pour Djibouti sont des chiffres très intéressants, comme par exemple une couverture de 200 kWh par mètre carré par an, c'est l'un des plus élevés au monde. Ça veut dire que le potentiel en énergie renouvelable, notamment le solaire, existe. Au cours de mon séjour, j'ai eu la chance de visiter aussi les projets de géothermie actuellement en développement. Le pays présente aussi un très grand potentiel en géothermie. C'est l'une des rares en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique de l'Est, ça existe, mais c'est l'une des rares, si on vient au plan africain, de voir un pays à un très fort potentiel et surtout de voir l'objectif du gouvernement de 100% d'énergie renouvelable. Je pense que c'est très encourageant. Aujourd'hui, c'est une très grande opportunité pour la République de Djibouti d'organiser ou d'abriter cette conférence que nous appelons donc, comme vous le savez, Djibouti est appelé un laboratoire d'énergie renouvelable. Un laboratoire d'énergie renouvelable, pourquoi? Parce que tout simplement, le pays dispose d'un potentiel très important en énergie verte, la géothermie en l'occurrence, les éoliens, les solaires et les marées motrices. Donc, pour la première fois, nous organisons donc à Djibouti, et particulièrement le ministre de l'énergie, sous le patronage du président de la République, nous avions organisé cette conférence pour débattre un peu la manière dont nous comptons donc explorer et exploiter cette énergie fort importante pour la République de Djibouti. À l'issue de cette conférence, donc, nous espérons donc pouvoir mettre en place une stratégie réelle pour la République de Djibouti, de la manière que les institutions aujourd'hui qui sont les institutions nationales, comment ils pourront mettre dans le réseau le premier mégawatt dans le meilleur délai. Et à présent, je vous propose de suivre ce document qui retrace l'évolution dans le domaine énergétique de la République de Djibouti ces dernières décennies. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Abdelrahman Mohamed. Située dans la Corne de l'Afrique, avec une superficie de 23 000 km² et ses 900 000 habitants, la République de Djibouti est considérée comme l'un des pays où l'électricité est la plus chère au monde. Pendant plusieurs décennies, le pays a fonctionné à l'énergie fossile, mais face aux contraintes que représente cette source d'énergie, aussi bien à l'accès à l'électricité de la population que pour le développement économique, le gouvernement djiboutien a commencé à réfléchir à d'autres alternatives, des alternatives sûres et propres. Ainsi, après plusieurs années de discussions et des recherches de financement, la République de Djibouti a réussi en 2011 à concrétiser son projet d'interconnexion électrique avec son voisin, l'Éthiopie. Une énergie qui tire sa source des différents ouvrages hydrauliques. Aujourd'hui, l'EDD importe et distribue cette électricité, faisant ainsi des multiples coupures un mauvais souvenir. Mais les ambitions de Djibouti en matière de sécurité énergétique vont beaucoup plus loin. Dans ce sens, le gouvernement a élaboré un vaste programme basé essentiellement sur les énergies renouvelables. Déjà,
Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a initié depuis quelques années les concepts de villages solaires. C'est dans cette optique que plusieurs villages bénéficient de l'électricité solaire, comme ici à Adaïlou, grâce à une mini-centrale photovoltaïque, ou encore à Asila, dans le sud du pays. Ces unités de production acquises en partie grâce à la coopération avec des pays amis ont apporté des changements substantiels dans la vie des populations rurales. Il y a quelque temps encore, les ruelles d'Asila étaient sombres, circulaient facilement la nuit aussi. L'apparition de l'électricité solaire constitue aussi une petite révolution pour les villages. La vie devient de plus en plus facile. Dans les maisons, les lampes tempêtes et les bougies qu'on utilisait jusqu'à là cèdent la place à l'énergie solaire. Les téléviseurs et les ventilateurs ont fait les réapparitions. C'est tout le quotidien de ces populations qui a connu des transformations avec l'introduction dans leur village et dans leur vie de l'électrification solaire. Même sentiment chez les commerçants du village pour qui la lutte contre la précarité énergétique est synonyme des reprises de leur activité. C'est avec fierté qu'ils nous exposent les boissons fraîches devenues denrées rares il n'y a pas longtemps, surtout en cette période de chaleur. Dans sa quête d'énergie abondante, surtout propre, la République de Djibouti explore d'autres voies, et notamment la géothermie. C'est le président de la République en personne qui va donner il y a quelques mois le coup d'envoi des travaux d'exploration du site de Fialé, au lac Assal, pour un montant total de 50 millions de dollars. Un projet prometteur qui va en droite ligne avec la politique du gouvernement de mettre à la disposition des Djiboutiens une énergie abondante, à moindre coût et respectueuse de l'environnement, et qui répond également à une autre exigence, cette fois économique. Pour compléter ces dispositifs et en finir définitivement avec les énergies fossiles, Djibouti a signé récemment un protocole d'entente avec Africa Finance Corporation pour le développement d'un parc éolien d'une puissance de 60 MW qui sera installé au Goubet. Pour une meilleure utilisation de l'énergie, le ministère dispose d'une agence dédiée à la maîtrise de l'énergie. Avec un taux d'ensoleillement parmi les plus élevés du monde, une capacité de production de 5000 MW sur l'ensemble des sites à vapeur répertoriés dans le pays et un vent qui souffle régulièrement, Djibouti s'est résolument tourné vers l'énergie du futur. Objectif ultime, passer au 100% vert d'ici quelques années. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, donc en fin de matinée au palais présidentiel, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Au cours de cette audience, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a remis au président de la République un message d'amitié en provenance de son homologue russe, Vladimir Poutine. La rencontre servit ensuite de cadre d'échange sur l'état des relations de coopération entre les deux pays et les deux peuples. La République de Djibouti et la Fédération de Russie entretiennent des rapports privilégiés fondés sur un socle diplomatique de coopération qui remonte à 4 décennies, et la délégation russe était forte de plusieurs responsables, dont le directeur général de la banque russe Gazprom Bank et des hauts responsables. M. Bogdanov a été donc plusieurs fois ambassadeur de la Russie dans les pays arabes et aussi représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et après la remise du message, les discussions entre le président Guelleh et la délégation russe ont rapporté sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Djibouti donc en Russie, Dr Kamel Mohamed, et l'ambassadeur de la Russie ont participé à cette rencontre. Le vice-russe, ministre donc russe des Affaires étrangères, supervise les relations de la Fédération de Russie avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et aussi d'autres institutions dont l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et d'autres organisations musulmanes. Il est aussi chargé de la coopération avec les organisations musulmanes russes ainsi que du suivi du processus de paix au Proche-Orient. Et à sa sortie de la réunion avec le président de la République, le vice-ministre russe est revenu sur les principaux points de discussion qu'il a eu avec le président de la République. On l'écoute. D'abord, je suis profondément reconnaissant à Monsieur le Président de la République pour le temps accordé à notre délégation. Transmis à Monsieur le Président de la République les meilleures salutations de la part du Président de la Russie, Vladimir Poutine. On a eu la possibilité de discuter avec Monsieur le Président nos relations d'amitié qui se développent à tous les niveaux. Cette année, on a fêté la quarantaine de nos relations bilatérales diplomatiques.
On développe nos relations dans plusieurs sphères, politiques, militaires, économiques, échanges économiques et commerciaux, préparation, formation des cadres, ce qui va améliorer l'état de notre coopération dans le futur. On apprécie hautement le dialogue politique qui se développe entre nos deux pays et qui nous aide beaucoup. Et on respecte et on fait en attention particulière aux intérêts des deux pays quand il s'agit des sujets aux Nations Unies. Apprécie hautement les contacts entre les deux ministères des Affaires étrangères et les contacts personnels avec Monsieur le ministre. C'est pourquoi on se félicite de cette visite à Djibouti. Au premier lieu, les contacts avec Monsieur le Président de la République et avec Monsieur le ministre de ces pays amis. Merci beaucoup pour l'attention des médias à la visite de notre délégation. Merci. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, nous a fait le point des différents sujets qui ont été abordés entre le responsable russe et le président de la République. On l'écoute. Le ministre Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a apporté un message du président Poutine au président Guelleh. Cela démontre l'excellence des relations qui existent entre les deux chefs d'État. Les relations entre Djibouti et la Russie remontent à 40 ans. Et donc ce sont des relations solides qui sont basées sur des fondations qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Nous avons une coopération au niveau militaire, dans la formation, nous avons une coopération au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes également maintenant en train d'envisager une coopération économique, puisque la délégation de M. Bogdanov comprend également le président de la banque Gazprom, qui est une banque multinationale qui a beaucoup d'activités en Afrique et surtout dans la Corne de l'Afrique, en matière d'extraction de gaz, de minerais et également des investissements un peu partout dans cette région. Et donc voilà un intérêt particulier qui est exprimé par le gouvernement russe vis-à-vis de Djibouti. Et nous nous félicitons de cet intérêt grandissant pour ce grand pays, pour Djibouti. Il y a la question du rôle de la Russie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie est un acteur important sur la scène internationale qui permet et qui agit aussi dans le sens de règlement de nombreuses crises. Je crois que le rôle de la Russie est apprécié par Djibouti et nous souhaitons que la Russie continue à aider les pays de la région à régler leurs problèmes de manière pacifique. Et nous nous félicitons également de l'intérêt très important qui est porté par la Russie à certains événements internationaux qui soient culturels. Vous savez que la Russie est candidate pour abriter l'Expo universelle 2025 et c'est un pays qui a les moyens et les capacités d'organiser ce genre d'événements. La Russie également a dans sa région ses propres problèmes, mais elle essaie de les résoudre de manière pacifique. Et nous sommes avec donc Djibouti et la Russie, sont deux pays qui s'apprécient et qui continuera à travailler dans un bon esprit à l'avenir. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier samedi un message de condoléances à son homologue soudanais, Omar Hassan al-Bashir, dont le pays déplore le décès survenu jeudi dernier d'une de ses plus illustres figures publiques, en l'occurrence l'ancien président soudanais Abdurrahman Souar al-Dahab. Dans son message, le président de la République a exprimé sa compassion et solidarité à M. Omar Hassan al-Bashir et demandé que ses condoléances attristées soient étendues à la famille, aux proches et amis du défunt ancien chef d'État et à l'ensemble du peuple frère et ami soudanais. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent naturellement à moi pour exprimer leur sympathie à la nation sœur soudanaise dans l'épreuve de la disparition de l'ancien président Souar al-Dahab, a écrit le président Guelleh. Il restera longtemps gravé dans la mémoire de ses compatriotes pour sa rigueur intellectuelle et morale exceptionnelle qui l'a toujours conduit à placer les intérêts supérieurs de son pays au-dessus de tout autre objectif, a par ailleurs noté le chef de l'État djiboutien avant d'implorer Dieu tout-puissant d'accueillir le défunt homme d'État soudanais dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mort donc à l'âge de 80 ans jeudi dernier dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite, le défunt ancien dirigeant soudanais jouissait d'une aura et notoriété dépassant les frontières de son seul pays.
Concernant également le décès de l'ancien président soudanais, l'ambassade de la République du Soudan à Djibouti présente également ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, aux missions diplomatiques ainsi qu'aux organisations internationales accréditées à Djibouti et à le regret de les informer donc du décès de l'ancien président soudanais, du maréchal donc Abdurrahman Souar al-Dahab, survenu jeudi dernier au Royaume d'Arabie Saoudite. Cependant, un livre de condoléances sera ouvert durant 3 jours et ce à partir d'aujourd'hui, dimanche 21 octobre, au mardi 23 octobre 2018, de midi à 14h30 au siège de l'ambassade. Et l'ambassade du Soudan à Djibouti saisit cette occasion donc pour renouveler au ministère des Affaires étrangères, aux missions diplomatiques ainsi qu'aux organisations internationales accréditées à Djibouti l'assurance donc de sa haute considération. La commission de président de l'Assemblée nationale a tenu sa réunion ce matin à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Abdelkader Kamil, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan, et le président par intérim de l'Assemblée nationale, Elmi Absiwaïs, et l'ensemble des présidents des commissions ont participé à la réunion. Après délibération, la commission a fixé la date de demain, lundi 22 octobre, pour la tenue de la réunion de la séance plénière. Plusieurs projets seront à l'ordre du jour pour adoption. La commission de la législation et de l'administration générale présidée par la parlementaire Kaltoum Farah Saïd a tenu sa réunion en commission ce matin à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen du projet de loi numéro 29 portant modification de l'ordonnance et du 9 septembre 2018. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire général du gouvernement ont participé à la réunion de la commission et après délibération, les membres de la commission de la législation et de l'administration générale ont donné un avis donc pour la transmission du projet de loi à la séance plénière pour adoption. Santé à présent, les blocs opératoires de l'hôpital régional d'Ali Sabié fonctionnent à plein régime depuis leur inauguration par le président de la République. Le bloc opératoire est composé de 4 salles polyvalentes, dont 2 dédiées aux interventions urgentes et 2 destinées aux interventions programmées. Les techniques de chirurgie moderne telles que la kélioscopie sont privilégiées pour la prise en charge des patients. Les activités du bloc opératoire connaissent depuis 2 ans un bilan positif compte tenu du nombre croissant de médecins spécialistes affectés. Le service de chirurgie générale offre une gamme de prestations chirurgicales variées allant de la chirurgie gynécologique et l'ORL à la chirurgie viscérale. Cette dernière représente 50% des interventions et les suivis de la chirurgie gynécologique. Vidéoscopie sans ouvrir le paroi abdominal avec la célioscopie, qui est une technique chirurgicale des pays développés, présente beaucoup d'avantages tels que la diminution des complications post-opératoires à long terme et à court terme. Diminution de la durée d'hospitalisation et les cicatrices sont moins visibles. En fournissant des services chirurgicaux de qualité à domicile non seulement au peuple d'Ali Sabié mais aussi au peuple de Dikil, on évite les transferts vers les hôpitaux de la capitale. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont démantelé ce week-end un groupe de malfaiteurs ayant terrorisé les migrants de passage dans la région d'Ali Sabié. Ces malfaiteurs se faisant passer pour des militaires portaient des uniformes et rangers réglementaires en vue d'extorquer et d'abuser des femmes et des jeunes filles qui empruntaient leur chemin, notamment entre le chef-lieu d'Ali Sabié et le village de Holholo. Au cours de cette opération de démantèlement, les gendarmes ont interpellé 6 malfaiteurs, parmi lesquels figurent donc des démobilisés connus pour les mêmes faits et ayant purgé des peines criminelles lourdes à la prison civile de Gabod. D'origine éthiopienne, la brigade d'Ali Sabié a procédé au démantèlement d'un groupe de malfaiteurs opérant dans le secteur d'Ali Sabié. Ces malfaiteurs ont commis leurs méfaits sous la contrainte et les menaces d'armes blanches. De plus, en usant illégalement les tenues militaires pour tromper leurs victimes. Ces méfaits ont été également commis sous les yeux des époux et des enfants des victimes qui tenaient compagnie au cours des routes. Les investigations menées par le commandant de brigade d'Ali Sabié et ses gendarmes ont permis à l'arrestation de 6 malfaiteurs. Parmi ces derniers ont été identifiés par nos soins
de ce qu'ils ont été condamnés en 2005 pour le même fait commis au secteur de Damerjok à de lourdes peines criminelles. En conséquence, ces six malfaiteurs seront déférés au séjour au parquet pour répondre de leurs actes criminels. En fin de compte, nous invitons à notre population de l'extrême vigilance vis-à-vis de ces personnes usant illégalement de nos tenues militaires et commettant de tels actes dans le plus proche de villes et sur des personnes vulnérables. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un communiqué qui nous émane de la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti qui informe les habitants des quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis, Cité Stade, Cité Progrès, Ambouli, Djamel, Centre-Ville, Engela, Arhiba, Cité Saoudi, Makal Mukarrama, Ouadadjir et Saline Ouest, que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée du mardi 23 octobre prochain de 8h à 22h en raison des travaux d'entretien du réseau de distribution de ces quartiers. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors en Côte d'Ivoire, Samatar, l'APDH appelle donc à une réforme sans délai de la commission électorale indépendante. Effectivement Ahmed, dans une déclaration transmise hier, l'APDH formule plusieurs recommandations après observation de l'ensemble des opérations électorales au nombre laquelle la réforme sans délai de la commission électorale indépendante. La secrétaire générale de l'APDH recommande entre autres la nécessité de réformer toutes les institutions intervenantes dans les élections, d'exercer des poursuites contre les auteurs de violences, d'exercer des poursuites judiciaires contre les ex-chefs de guerre intervenus dans le processus électoral et de démettre et poursuivre les responsables du CE local en cause. Selon Mme Traoré, les violences observées à l'issue de ces élections, Ahmed, qui ont fait 5 morts, étaient prévisibles. On peut dire que la réforme CE annonce début août concerne l'élection présidentielle prévue en 2020, Ahmed. Et ce matin, crise également entre Washington et Moscou, la dernière cible de Donald Trump, un traité nucléaire avec la Russie. Et oui Ahmed, le président des États-Unis, Donald Trump, a abandonné un traité concluant pendant la guerre froide qui interdisait la fabrication d'armes nucléaires de portée intermédiaire. Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie pendant la guerre froide, accusant Moscou de la violer depuis les nombreuses années plutôt, Ahmed. Ce retrait est motivé par le rêve plutôt des Américains de dominer seul le monde. Rapidement réagit une source ministère russe des Affaires étrangères en accusant Washington d'avoir délibérément sapé cet accord au fil des ans. Évoquant cette semaine dans Paris Match toute question, Ahmed, le risque d'escalade avec l'OTAN en cas d'incident. Le patron de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait déclaré quant à lui, personne ne sortirait vainqueur d'une guerre nucléaire. Le traité Ahmed intermédiaire Nuclear Force Treaty sur les armes nucléaires de portée intermédiaire avait, Ahmed, rappelons-le, été signé en 1987 par les dirigeants américains et soviétiques à l'époque, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.